Bon, Ben, on s'était quitté sur la notion de cerveau de gogo, alors je te ce laisse continuer là-dessus. ce qui implique, si tu veux, comment te dire, de rentrer un peu dans les mécanismes de la perception et de considérer donc, ça c'est de vieilles lectures de Rodolfo Linas, de Francisco Varela, de Bernstein, Merleau-Ponty et autres, donc que le cerveau n'est pas quelque chose hein, qui travaille sur des signaux qui sont des inputs chimioélectriques purs, mais qui travaille en fait sur le sens qu'il leur donne. Ce qui veut dire qu'en fait, les perceptions, bah, c'est soit un combiné des flux sensoriels entrants et d'activité cérébrale intrinsèque autonome, ou ça peut être aussi une pure image qui est issue d'une activité cérébrale qui est complètement dissociée de tout flux sensoriel, donc qui est inventée par le système nerveux central. Euh, et ça d'autant plus facilement qu'il y a une identité dans les mécanismes perception, imagination. Ce qui veut dire qu'en fait, le cerveau construit en permanence un monde de réalité subjective eh ben, qui nous apparaissent comme autant de vérités perceptives, mais, mais qui ne sont que des vérités relatives. Et on peut dire qu'on a un cerveau gogo parce que finalement, donc, on croit ce qu'on perçoit, alors que tout ce qu'on perçoit est inventé par le cerveau. Il faut lire les derniers bouquins de Nakache, de Dehaene ou autres là-dessus, en particulier sur la vision, et à la sortie, on peut même percevoir ce à quoi on croit par le biais des mécanismes anticipateurs bayésiens, ce qui peut poser quelques problèmes. Alors ça se retrouve donc dans les kinesthèses de Roll et puis des prédécesseurs de Roll. Roll a inventé le terme de message neuromimétique ou processus neuromimétique. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu inventer. Donc, et là, on est en plein dans les illusions sensorielles qui sont en fait perçues comme des vérités, avec un support donc neurofonctionnel donc qui est réel. Donc, il y a une réalité connective transitoire, une activité du système nerveux central, en particulier au niveau du cortex pariétal gauche, dans la région qui est impliquée dans la construction des schèmes corporels, donc comment vous dire, des états du corps préparatifs donc à l'action, et ce qui se fait à partir de l'encodage cognitif du signal. Donc les vibrations apparaissent, comme le disait Roll, hein, comme quelque chose qui est traité à haut niveau central, véritablement comme des manipulations de la façon dont le sujet perçoit son corps dans le monde et le monde gravitationnel à un moment donc donné. Donc les vibrations sont véritablement des manipulations de la perception égocentrée, autrement dit du sentiment de soi. Et c'est du cognitif, pas du réflexe. C'est très idiosyncrasique. Il y a des gens qui ont une excellente palesthésie, qui ont beaucoup de facilité à transformer donc la vibration, donc ce signal qui est cutanéo-tendineux, euh, qui, qui en fait stimule le système facial en images et en images motrices, et d'autres qui ont beaucoup plus de peine à le faire dans la mesure où ils ont des facilités cognitives qui ne sont pas identiques. Voilà, donc ça, c'est Roll. Alors, le petit film qui est là, c'est quelque chose qu'on a réalisé avec Christophe Troy en 98, après donc des congrès de posturaux de l'API et les rencontres et discussions avec Roll, et où j'ai imaginé qu'il y avait une coïncidence entre ce que Roll pratiquait par les vibrations et puis ce qu'on observait, nous, au plan posturocinétique. Donc, au début, l'orthopraxie, c'est technique, c'est uniquement du traitement de la douleur. L'observation fait que, moi, ce qui m'apparaît, c'est que, en fait, on manipule le malade toujours en position debout ou assise, les pieds posés au sol. Il nous arrive de le manipuler couché, mais avec des effets qui sont uniquement locaux, à ce moment-là, segmentaires. Et Roll, donc, dans une discussion à la suite d'un congrès de l'API à Paris, m'envoie une publication donc, qu'il a coproduite avec Wierzbicka et sur les post-effets des vibrations faits en position assise versus en position debout, pied en appui ou assis sans avoir les pieds en appui.
en montrant le caractère identique, en quelque sorte, qu'il y avait, mais surtout en évoquant la notion d'effet contexte. Donc à ce moment-là, on a mis cette jeune femme sur une plateforme de force. À l'époque, ça devait être encore la dynatroïque ou déjà la Satelle à 40 Hertz. Et Christophe donc faisait des techniques d'orthopraxie de façon bilatérale, simultanée. Donc, et vous allez voir les effets posturaux de trois techniques. D'abord sur les tendons calcanéens, les tendons d'Achille, ensuite sur les tibialis antérieurs et ensuite sur le long extenseur de l'hallux. Donc on voit que selon la situation donc, du tendon postérieur à l'articulation tibio-tarsienne ou antérieure, on a des post-effets posturaux qui sont différents. Et alors par contre, je pourrais plus vous les montrer, mais on avait des enregistrements donc comment vous dire posturométriques qui montraient qu'il y avait une rémanence, c'est-à-dire que la projection du centre de pression ne revenait pas à son point de départ et que c'était quelque chose qui était durable. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis véritablement intéressé, si vous voulez, comment vous dire, aux post-effets posturaux, donc à la capacité de ces techniques et de l'utilisation donc d'effets contexte de manipuler la capacité posturocinétique donc des sujets qu'on avait. Voilà. OK. Donc là, on est véritablement parti sur une réflexion qui était centrale, qui considérait essentiellement les processus intégratifs, hein, et on a abandonné tout ce qui était décordage, techniques structurelles, les concepts structuralistes, périphérialistes, donc qui prévalaient jusque-là. Et même chose au niveau réflexe, puisque c'est clairement là des réponses posturocinétiques donc, qui passent par la cognition, par la perception du soi. Euh, Rod a utilisé ces techniques avec Henri Nedger à l'école de kiné de Rennes il y a bien longtemps et ont montré qu'il y avait une réalité thérapeutique donc derrière avec chez des sujets qui avaient été immobilisés donc des gains de flexion et des gains de force musculaire donc et de facilité de récupération des coordinations motrices en utilisant donc des illusions sensorielles, donc des leurres sensorielles provoquées par les vibrations, mais qui sont vécues par le cerveau du sujet comme autant de vérités perceptibles. Alors, eh bien, les biais cognitifs, encore une fois, et les illusions sensorielles, il y a de quoi faire, hein, puisqu'il y a à peu près un codex donc, qui répertorie plus de 200 biais cognitifs. Et une des questions qui peut se poser, c'est que finalement, est-ce que le problème de ces biais cognitifs ne peut pas devenir une solution si on sait parler au système et si on prend le système sur son propre terrain? Et ça, c'est la réflexion que j'ai menée, moi, depuis 30 ans bientôt, ou davantage, et puis en utilisant donc, bien entendu, les travaux d'autres, en particulier ceux qui avaient été faits par Biziac et ensuite Rossetti, surtout Hérode, donc sur les héminégligents et les effets des prismes donc oculaires chez les héminégligents et la façon dont ils pouvaient rétablir donc le droit devant référent, donc la perception du droit devant référent, et dont il pouvait y avoir une rémanence donc des effets. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à lire ce qu'écrit Sylvie Chocron, qui est une neuro-ophtalmo, donc sur ce genre de choses, et en particulier donc sur les troubles des apprentissages. Ramachandran, bon, bah, vous le connaissez, sur les douleurs du membre fantôme et la thérapie miroir. Et de la même façon,
Donc, encore une fois, on utilise des illusions sensorielles à titre thérapeutique. La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a véritablement donc un intérêt à manipuler en position homme debout? Est-ce qu'on peut tirer avantage de ça et tirer avantage d'exposer le sujet en temps réel à la contrainte gravitationnelle? Ben, apparemment, donc il y a longtemps, ou que les gens l'ont fait par hasard, ou qu'ils avaient déjà un peu réfléchi à la question, en particulier donc les prêtres égyptiens. Et puis, il y a quelqu'un qui, en France, a écrit un bouquin, c'est Dolto, Le corps entre les mains, en révélant donc et en affirmant une unicité corps-esprit dans la physiologie du mouvement et la thérapeutique. Donc ça a été un petit peu mon credo, à la suite, encore une fois, des lectures de Paillard, Massion et autres Fessard. Et encore une fois, où il avait retenu cette notion donc de manipulation, comment vous dire, égocentrique en position debout, donc l'utilisation d'effets contexte. Donc ça me confortait un petit peu dans l'idée que j'avais. Un autre qui m'a conforté dans cette idée, c'est Jacques Duissens de l'Université de Nîmes, qui nous a présenté un sujet au Congrès API de 2005 à Aix-les-Bains, où il nous a expliqué que en appui plantaire, avec soumis à une variation de poids, il y avait une inversion du processus donc des Golgi avec rétroaction positive et excitation du mononeurone alpha. C'est ce que disait déjà Hugon, avec qui Maurice Waknin travaillait, en disant que cette histoire de rétroaction est négative, donc d'inhibition 1B et 1A, c'était bien joli, mais qu'en fait, ça reprenait le même reproche donc que Berchen faisait à, comment vous dire, à Pavlov, et avec la notion de réflexe, c'est que toutes ces études avaient été menées sur un animal préparé, et que donc il fallait les remettre en question, et qu'il y avait une forte chance qu'elles se traduisent par un biais, si vous voulez, dans la compréhension de la physiologie. Alors, une autre publication, donc c'est Debray et Isableu, donc sur l'augmentation des contraintes posturales et le résultat de l'augmentation des contraintes posturales. Ben, il s'avère que plus on est dans une condition où on risque de se casser la figure, plus en quelque sorte, si vous voulez, on se focalise sur le contrôle postural et comment vous dire, on améliore en quelque sorte, si vous voulez, la capacité posturocinétique. Ce qui n'est sans doute pas vrai donc chez tout le monde, et en particulier, il doit y avoir une différence donc entre les sujets jeunes et les sujets âgés. Même chose donc dans des publications donc de Christophe Lopez, les études de Christophe Lopez, donc sur la différence, encore une fois, de perception du droit devant référent, donc la modification en quelque sorte du sens de la verticalité, donc selon la position. Donc une représentation interne donc du droit devant référent qui est directement liée à la façon dont on va se tenir et tenir le corps dans l'espace, et en particulier positionner donc la tête et les capteurs céphaliques donc dans l'espace. Et là, on va revenir sur le rôle du vestibulaire et l'importance du vestibulaire dans ces mécanismes. Alors, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut observer après des séances d'orthopraxie, voire après une séance d'orthopraxie, puisque je vous ai dit que c'était, je vous ai dit précédemment que c'était une discipline qu'on pratiquait à l'acte, à la séance, que les gens ne revenaient que s'ils en avaient besoin, s'ils n'étaient pas améliorés dans les 3 semaines qui suivaient de façon durable, puisque on considère qu'il y a une constante de temps au niveau physio qui est grosso modo de 3 semaines. Voilà. Donc, bah, la première indication et l'indication traditionnelle, c'était tout ce qui est douleur musculo-squelettique. Jamais on ne faisait de tests posturaux proprement dit. On ne faisait que des tests de provocation de la douleur, avant et après, ok, pour voir encore une fois le gain obtenu du malade par rapport à lui-même. Notre élément de comparaison, ça a toujours été le malade par rapport à lui-même et pas par rapport à une norme. Et avec une objectivation, une matérialisation clinique immédiate des post-effets. Et en particulier, donc, avec ce test,
chez le lombalgique qui sont en aigu, entendons-nous bien, qu'il arrive avec une hernie discale et à qui on vient de faire une séance, à la fin de la séance, c'est aller toucher la pointe de vos pieds, éventuellement pour rassurer le patient et puis rassurer le thérapeute qui n'est pas encore expérimenté. On fait ça dans un premier temps assis, et puis dans un deuxième temps debout. On l'emmène dans la lésion vertébrale en fermant donc tout l'arc postérieur. Donc on l'emmène en extension rotation, en extension flexion latérale, et puis ensuite, donc, aller toucher la pointe des pieds en flexion tout court. Et ça, c'est un gros avantage, c'est qu'il y a une biconscientisation du changement d'état, donc du sujet. Il y a une double rotation mentale, et chez le soigné et chez le soignant, eh ben, qui est parfaitement satisfait de montrer à son patient donc que ce qu'il a fait, même si c'est pas traditionnel et que souvent les gens nous posent la question mais qu'est-ce que vous faites, que les effets attendus sont au rendez-vous. Alors là, je vous ai mis quelques dias qui sont tirés de mémoire du DU de posturologie clinique. Donc ça, c'est celui tiré de Pierre Chéniaud, qui avait fait une iconographie comme ça. Donc là, c'est un sujet qui a eu 4 jours avant une séance de chiro. Quand il arrive, donc bon, on voit qu'il a encore une asymétrie tonique, donc au niveau scapulaire et puis au niveau pelvien. Et puis aussitôt après la séance donc d'ortho, ben voilà comment on le retrouve. Okay, ça, c'est une autre observation qui est faite par Christophe Hott, qui lui a depuis a fondé l'orthokinésie, un copier-coller. Okay, et donc, avant-après, donc lui, il est kiné, podologue, et c'est quelqu'un que j'ai eu en formation à Namur, qui donnait des cours en Belgique. Donc voilà, avant et après. Et puis, l'interprétation, donc, qu'il fait des résultats. Donc, ce qu'il observe. Hein. Alors, est-ce que c'est du factuel ou des observations? Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à faire la différence entre les deux. Donc, il y a une diminution de la proprioception à l'attaque du talon. Ok, il y a une absence d'ouverture du pas à gauche, une amélioration de la mobilité de l'articulation sous-astragalienne, alors qu'on n'a pas fait de manip de la sous-astragalienne, on a manipulé que les stabilisateurs, donc du pied et de la cheville, et donc une attaque du pied au sol qui se fait par le talon, donc ce qui est considéré comme la norme. Ok, ce qui nous a, tout ça, ça m'a conforté à dépasser le raisonnement donc en mode entrée, boîte noire sortie, et de dépasser les modèles périphérialistes réflexes donc qui avaient cours quoi. Et surtout d'autant plus que il faut pas oublier que le système de contrôle postural c'est un système qui s'auto-organise, que toutes ces coordinations sensorielles et motrices, encore une fois, s'auto-organisent en fonction du contexte, de la finalité de l'action, de ce que le sujet est, de ce qu'il a vécu, des apprentissages qu'il a eus. C'est tout ça, encore une fois, qui donne la nourriture qui permet au système de s'auto-organiser, de s'adapter en permanence, même, comment vous dire, pour qu'il y ait une guérison spontanée des pathologies, comme on le voit en vestibulaire, par l'intermédiaire des mécanismes de compensation. Et donc, le système, il dispose de processus de compensation centrale, d'habituation et autres, qui appartiennent à la physiologie et qui font certainement que les gens sont pleins de tordus, qui se plaignent de rien. Une des questions qu'il y a à se poser, c'est pourquoi certains compensent et compensent parfaitement, et pourquoi d'autres ne compensent pas et ne compensent pratiquement jamais, ou pourquoi certains rechutent font des ruptures de compensation à un moment donné de leur vie. Encore une fois, c'est étonnant de voir quelqu'un à qui on a fait une neurotomie du 8, on a supprimé les entrées sensorielles en provenance d'une oreille interne, et ce type, avec quelques séances de rééducation, va retrouver un fonctionnement normal en statique, et s'il est actif, quasiment normal, sauf dans certaines situations, donc en dynamique. Voilà. Et pour une fois, donc, j'étais d'accord avec Alves da Silva quand il disait que la posturologie ne s'occupe pas de la posture en tant que perturbation physique de la symétrie corporelle, alors qu'on nous a quand même pendant longtemps et qu'on nous bassine encore avec ces notions de symétrie tonique, elle s'occupe des défauts d'intégration.
Et l'important n'est pas que les gens soient tordus, c'est ce qu'il est tort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adopté. Dans les autres observations, cette fois instrumentales, ça c'est une étude qu'avait fait Michel Mauduit, donc qui est un kinéostéo qui est en Charente, donc, et qui avait une centrale EMG Olympe et qui faisait de l'EMG de surface et qui s'est amusé après le premier cours que je lui ai donné, donc eh ben, à y mettre les mains et puis aller voir ce qui se passait donc au niveau EMG. Et avec la surprise de voir quand même, là, sur une gamine de 4 ans avec une hémiplégie infantile et d'un EMG sur les releveurs de la jambe, de voir la différence d'excitabilité donc, du motoneurone avant et après séance. Hein. Donc là, on est le 12 à 14 heures. Là, on est le 14 à 19 heures. Donc elle devrait être fatiguée en plus. Et on voit encore une fois qu'elle fonctionne beaucoup mieux. Ou dans ce cas-là, chez quelqu'un qui a une perte de substance traumatique, donc des péronniers latéraux, avant séance et après séance, donc on voit encore une fois une activité donc électrique qui est nettement supérieure. Voilà. Donc, ce que j'en avais conclu, moi, en quelque sorte, si vous voulez, c'est que grâce à ces effets contextes, on voyait qu'il y avait un premier effet inhibiteur, mais on n'a jamais l'exemple, si vous voulez, par exemple, quand on faisait du Fukuda, on n'a jamais vu un Fukuda s'aggraver, si vous voulez, aussitôt après la séance. Ok. Et on n'a jamais vu quelqu'un qui tombait, en quelque sorte, si vous voulez, aussitôt après la séance. Donc il semble qu'il y a un effet inhibiteur, mais comme le sujet est soumis en temps réel à la contrainte gravitationnelle, il y a une réadaptation, si vous voulez, immédiate en temps réel, donc du motoneurone alpha qui doit sauvegarder son excitabilité. Ça, c'est donc sur les cybersabots à Maurice. Voilà, c'est un jeune physiothérapeute mexicain. C'est quand je suis allé donner cours à Mexico, qui est un type qui se fait manipuler tous les mois par son copain ostéo parce qu'il fait une espèce de lumbago aigu tous les mois. Et il a commenté ses dents, une chirurgie de varisation bilatérale, parce qu'il était en valgus bilatéral. Donc voilà notre Alex, si vous voulez, les yeux ouverts avant la séance, le voilà les yeux fermés après la séance. Donc vous voyez hein, cette asymétrie tonique et de comportement posturocinétique donc, de ces deux membres inférieurs. Et le voilà donc 3 jours après la séance d'orthopraxie. Ok. Et on voit qu'il a une meilleure capacité à accélérer son membre inférieur gauche. Et bien ça, c'est ce qu'il nous faut, encore une fois, au niveau de la capacité posturo-cinétique. Donc, je ne l'ai pas remanipulé, bien que je l'ai revu, donc, puisque je suis allé faire 3 week-ends de cours là-bas. Donc, je l'ai revu 2 fois en 4 mois, je crois. Et ma foi, donc, il n'a pas émis donc le besoin d'avoir une deuxième séance. Donc je lui ai dit, bah, écoute, mon vieux, on laisse faire le système et puis tu verras. Ça, c'est Bertrand Foucault, ben, que certains d'entre vous connaissent, et qui, en 2008 à Biarritz, 2005 à Biarritz, au congrès de Biarritz, nous a présenté une étude qu'il avait faite donc avec une ergothérapeute qui bossait donc en milieu scolaire sur des enfants en difficulté d'apprentissage et qui venait de temps en temps donc à son cabinet libéral. Et Bertrand, il m'avait pris au mot quand je lui avais parlé de mécanismes cognitifs et non pas réflexes, et ça n'a pas raté. Donc, mettre les mains dans le cerveau des patients, il s'est dit, ça, c'est un truc, eh ben, on va voir. Ok. Donc voilà Clara, qui a 8 ans, qui est bien connue des enseignantes parce que elle est au fond de la classe, elle ne comprend pas grand-chose depuis toujours. Et voilà donc le test de Frostig qu'elle nous fait. Ok, donc vous voyez, hein, c'est pas terrible. Donc test de Frostig, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez une figure là-haut. En bas de la figure, vous avez les points et l'enfant doit, avec comment vous dire, la figure sous les yeux, simplement tracer des traits pour la reproduire. Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, ma Clara, elle est toujours là. Et puis, si jamais vous lui dites, ben non, il y a un truc qui va pas, c'est pas terrible ou autre, alors là, c'est très vite la cata. Et ben voilà Clara.
donc vu par l'ergothérapeute et la psychomote, donc quelques jours après, et la psychomote demandant à Bertrand donc si elle avait vu la Vierge ou pas, et on a l'impression un peu qu'on a rendu la vue à cette gamine, quoi. Et là, quand Bertrand m'a amené ça en cours à Paris, donc la première fois, j'en ai eu la chair de poule parce que véritablement, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Voilà, Alexis, qui est un gamin donc qui est aphasique. Euh, non, Alexis, non, non, c'est pas lui l'aphasique. C'est Alexis, donc il en met partout. Il a, comment vous dire, il a du mal à séparer le global du local. Ok. Et voilà, c'est pareil, il y a lexique, donc un quart d'heure après la séance. Alors lui, il est assez étonnant parce que vous voyez, il décale le point de départ, si vous voulez, d'une rangée. Et quand il arrive là, il s'aperçoit, il dit, mince, il y a un truc qui ne va pas, je ne vais pas pouvoir finir, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et il demande donc ce que nous dit donc la psychomote, il lui demande s'il peut rajouter les points. Et Alexis, il rajoute les points et il finit la figure. Donc, eh ben, ça pose encore une fois beaucoup de questions. Voilà. L'ergothérapeute, et puis il y avait aussi une orthoptiste qui bossait à l'hôpital de Nevers, donc qui bossait avec Bertrand et puis l'ergothérapeute, et qui se disait, mais c'est pas possible. Comment vous faites pour obtenir en 5 minutes donc ce qu'on met 3 mois ou 4 mois donc à obtenir? Ben, on n'avait pas de réponse. Hein. Voilà. OK. Et ce sont les gamins qui passent de rien, si vous voulez, à tout juste, quoi. D'un travail né sur la feuille à une prise de distance et d'un travail de proche en proche à une réalisation avec des stratégies qui sont plus globales. Voilà. Et tout ça pose quelques questions, vous vous en doutez. Ça, c'est un travail que Corinne Espazadolat, qui est orthoptiste, qui travaillait au CHU de Marseille dans le service du professeur Reddy, et qui avait fait à l'époque donc la formation avec Orlando à Lisbonne à l'hôpital qui s'appelle Santa Maria, donc sur la prismation, et qui prismait donc tous les gamins 10 qui arrivaient. Et Corinne, elle avait un époux à l'époque qui était kiné-ostéo et qui a entendu parler de moi, puis qui a voulu faire ma formation, qui a fait la formation, et qui, en rentrant, a dit à Corinne, faut que je t'explique des trucs, et puis il faut qu'on... Et Corinne lui a dit, bah, c'est pas compliqué, tiens, voilà des gamins 10, au lieu de les prismer, tu vas leur faire des séances, puis on va regarder ce qui se passe. Et donc, quelques mois après, un beau jour, j'ai reçu un coup de téléphone donc de quelqu'un, de Corinne, qui me disait, je voudrais bien que vous m'expliquiez, parce que moi, ça me pose des problèmes. Vous m'avez un peu bouffé mon bébé, puisque maintenant, bah, je prisme plus, je fais faire des séances d'ortho, et puis, si besoin, je fais autre chose. Et Corinne ensuite est partie donc à l'hôpital Pellerin à Bordeaux, et elle a continué à faire la même chose avec une de mes élèves, donc avec les mêmes résultats. Donc voilà un exemple, si vous voulez, d'amélioration immédiate des saccades et des poursuites, donc de la vitesse de lecture, et puis surtout de la réalisation d'une tâche de labyrinthe, vous voyez, qui passe de 14 minutes à 6 minutes, hein, c'est quand même quelque chose qui est notoire. Et chez un enfant, donc, il y avait un syndrome donc, de déficience posturale mixte prédominant gauche, voilà. Et ce qui était étonnant aussi, ce qui nous étonnait, c'était la rémanence donc des effets. Ça, c'est un autre travail. Donc cette fois, Pierre, c'est une mémoire de logopédie. Donc la fille d'un de mes élèves donc de Namur a fait donc sur des gamins qui avaient qui étaient des 10, hein, donc qui avaient des troubles de l'acquisition de la lecture. Donc elle a fait ça sur 14 enfants dyslexiques. Si ça t'intéresse, Pierre, j'ai son mémoire où tu lui demanderas. Elle a dû faire un doctorat. Je sais que je l'avais retrouvé dans un congrès à Bonn, donc organisé par Kersia, et je sais qu'elle a travaillé donc avec Kersia. Donc, et ça, c'était des graphiques qui montraient la différence donc, entre le groupe non traité en jaune, orangé,
et le groupe traité en orthopraxie, donc en bleu. Et Alice, elle précisait bien qu'il y avait des paramètres qui étaient améliorés et d'autres donc qui ne l'étaient pas. Donc encore une fois, ça demanderait à aller voir un petit peu ce qui se passe et à essayer de comprendre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit la thérapie manuelle, hein, toute discipline confondue, toute manipulation est une forme de suggestion d'un changement d'état du corps, réel ou supposé tel. C'est comme la douleur. Que la douleur corresponde à une stimulation nociceptive ou qu'elle soit supposée correspondre à une telle stimulation, comme c'est une construction cérébrale, c'est la même chose. Donc, toute manipulation, toute thérapie manuelle est susceptible de provoquer une rotation mentale qui va, si vous voulez, provoquer un changement d'état du corps qui, lui, va pouvoir, comment vous dire, être réel et être objectivé. Donc pour moi, ce qu'on manipule, c'est le sentiment de soi par une voie qui est essentiellement égocentrique, hein, par le toucher, mais si on manipule l'homme debout, ça dépasse ça, puisqu'on est dans un contexte qui est plurisensoriel, où la vision, si vous voulez, interfère, le vestibulaire interfère, la proprioception, l'égocentre interfère. Donc on est véritablement dans un contexte, si vous voulez, où les post-effets sont transsensoriels, où les processus intégratifs mis en jeu sont transsensoriels. OK? Ce qui veut dire que du guérisseur philippin au professionnel de santé averti, c'est porte ouverte sur ce qu'on peut imaginer. Donc, ben, mon choix entre, depuis les années 70 et ma rencontre avec les ostéos de Medstone, c'est de considérer que eh ben, dans cette condition, on crée un contexte de privation sensorielle, à la fois périphérique et centrale, OK, versus donc le sujet en contrainte de maintien postural actif. Tout ce qu'on peut espérer dans ce contexte-là, c'est que quand le sujet va se remettre debout, son cerveau va adopter en quelque sorte le souvenir de ce qu'on a fait ou de ce qu'il considère qu'on lui a fait. OK? Donc ça pose bien entendu le poids de cet effet contexte. Alors la réponse, bah, il y a la Cour qui nous en a donné une version. Personne ne peut faire l'économie de l'homme debout, sous-entendu dans l'élaboration de ces stratégies thérapeutiques. Ça, c'est au DU de posturologie clinique, donc en 2001. Pierre-Marie, à la suite de la présentation du Huissens, à la pause, il vient me voir et me dit, dis donc, ça, je commence à comprendre ce que tu nous racontes, et il écrit quelque temps après que les résultats des manipulations sur des sujets debout ne sont absolument pas comparables à celles effectuées sur des sujets couchés. Bon, eh ben, ça m'a fait plaisir, hein. OK. Et la bonne nouvelle, c'est que, ben, comme la douleur, le sentiment de soi, soit perçu dans l'espace, c'est dans le cerveau, ça se manipule. Les kinés qui font du vestibulaire vont vous dire, ben ça, c'est notre pain quotidien. Ceux qui font de la thérapie manuelle, c'est un peu moins fréquent, donc comme raisonnement. Mais enfin, ça veut dire qu'il me semble hautement pertinent et physiologiquement pertinent de passer d'un modèle segmentaire horizontal à un modèle vertical neurointégré. Parce que ça permet d'exploiter, de tirer profit de la dépendance des processus intégratifs donc au contexte. Donc l'orthopraxie, pour moi, c'est clairement une intrusion somesthésique en contexte intégratif multisensoriel ou transsensoriel. Est-ce qu'on peut aller parler jusqu'à aller parler de réalité augmentée? Je ne sais pas, hein. Donc c'est une manipulation pluricentrique, mais bien entendu qui est essentiellement égocentrique, puisque c'est par le toucher, du sentiment de soi, Von Neschel dirait du soi perçu dans le monde. OK, et ça donc ça va bien au-delà de la structure, et ça, il se reconnaîtra, hein, merci William. Donc on parle de brain hacking et d'intrusion donc cognitive. Donc, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je raconte ça. Ça fait 92 ou 13, je crois, le premier cours. Donc voilà, Singapour 2015, au World Council of Physical Therapy. Il y a toujours un anglais qui est aussi facile. Johnny's, donc, qui fait partie d'un groupe de réflexion qui s'appelle La douleur en mouvement. OK, il est temps de changer de raisonnement, une nouvelle voie pour le traitement. On fait de la brain thérapie
pour les douleurs musculo-squelettiques, on communique différemment, on replace les écoles du dos, on remplace les écoles du dos par des écoles du cerveau, autrement dit, du soin incarné, en quelque sorte, de la perception du soin. OK? Et puis, bon, ben, comme ça marche bien, malgré tout, j'ai des élèves qui ont monté leur propre truc. Ce qui me dérange un peu, c'est que ils oublient de citer leurs sources. Donc, eh ben, puisqu'ils ne citent pas leurs sources, moi, je vais leur rappeler, par personne interposée, que leur source, c'est moi. Voilà. OK. Eh ben, ça doit être la dernière. Voilà. Top, merci beaucoup pour cette deuxième partie, ce volet 2 de ta présentation. Bah oui, c'est finalement ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'était aller jusqu'au bout finalement de l'idée de voir un peu comment tu avais monté ta thérapie, comme tu l'avais théorisé, et puis finalement tu es un peu arrivé au bout du raisonnement et non évidemment, bah, évidemment comme souvent dans les thérapies un peu alternatives à la vision médicale pure, allopathique, on a souvent évidemment des résultats qui sont souvent malheureusement ponctuels, mais qui sont en tout cas parfois surprenants, comme ces patients en effet dyslexiques. Alors, avant de laisser la place au traitement, finalement, enfin au traitement des questions, j'avais moi une question à te poser. En fait, c'est vrai qu'on dit souvent en posturologie qu'en traitant le sensoriel, le capteur sensoriel, on pouvait améliorer finalement ce- l'énergie, la vitalité, on ne sait pas comment on peut l'appeler, mais le potentiel d'utilisation de la cognition plutôt que celui qui va être utilisé évidemment pour maintenir un équilibre. Est-ce que c'est toi ce que tu défends un peu finalement pour l'autopraxie aussi quand tu dis, Eh ben, c'est je ce sais pas que comment ça fonctionne. quand on voit ce qui se passe chez les enfants 10, c'est un peu l'impression qu'on a. Hein. C'est ben, comme maintenant, il y a des études qui montrent que quand on fait travailler des gamins debout, par exemple, ils ont des performances qui sont meilleures, dans la mesure où probablement on lève une confusion fonctionnelle dans les réseaux centraux qui, en temps normal, se mélangent un peu les pédales probablement pour une raison X ou Y qui apparaît plus probablement génétique qu'acquise, et il semblerait donc que l'on concourt, alors après, de façon momentanée ou rémanente, donc à lever, oui, on concourt à lever cette confusion. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on en a, et ce qu'on retrouve encore une fois chez les personnes âgées. euh, Quand on voit les enregistrements en double tâche donc s'améliorer, c'est probablement encore une fois par un processus qui est similaire, mais encore une fois qui est un processus qui est central. Donc là, la manipulation périphérique, c'est simplement, encore une fois, la façon de rentrer dans le système. Mais c'est pas à la périphérie que ça se passe, quoi. Ok, C'est ce que je crois. merci beaucoup pour C'est ta pour ça que réponse. j'ai toujours dit à mes élèves, en fait, ce qu'on a nous et ce qu'on fait, ben, c'est qu'on met les mains dans le cerveau du sujet, quoi. Et si tu poses la question au type que tu es en train de manipuler, à qui tu fais la séance d'orthopraxie, est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous sentez que je vous touche ou autre? Quelle que soit la façon dont on le touche, il dit oui. Ce qui veut dire que, encore une fois, tu fabriques une activité centrale et que tu actives une représentation mentale de son corps physique. Après, à toi d'avoir suffisamment, comment te dire, de savoir-faire et de savoir tout court pour orienter en quelque sorte cette perception, pour provoquer la rotation mentale que tu veux obtenir, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas avec tes mains, ton discours, ton attitude, ça c'est Ouais. le total, si tu veux, hein, de la relation patient-professionnelle. Mais par contre, chez le bébé, on a des résultats, donc ça pose aussi question sur la relation patient-professionnel.
individu. Mais certainement qu'à ce moment-là, la maman qui accompagne le Ah, bébé dans la pièce ouais, ça- joue un rôle notoire. J'ai un élève, donc ostéo, qui a fait son mémoire d'ostéo sur les effets placebo de l'ostéo, et en particulier chez le bébé, et qui posait clairement la question, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité, quoi? Voilà. Qui on manipule en réalité? C'est l'enfant, c'est la mère, c'est l'enfant par l'intermédiaire de la mère, avec des processus. Moi, j'avais émis l'idée de, comment vous dire, de processus olfactifs, hein, de molécules odorantes non perçues. Donc, dans la mesure où l'olfaction, c'est quand même le premier sens qui est à la disposition du nouveau-né. Et les odeurs de la mer, il les perçoit déjà in utero, donc il doit en avoir un souvenir, et un souvenir des états émotionnels de la mer, donc post-utéro. Pour moi, c'est quelque chose qui fait pas l'ombre d'un doute. Tiens, je profite dans la foulée. On nous avait évidemment ici sur Posturaliste présenté Yann, hein, Yann Durso nous avait présenté c'est la douleur, la manière dont on voit évidemment la douleur, notamment au travers aujourd'hui du modèle biopsychosocial. Il était arrivé finalement dans son cheminement, à force de lecture, à force finalement de réfléchir sur sa pratique de l'ostéopathie, lui, sur la conclusion qu'il finalement était une forme de praticien de la douleur. C'est-à-dire que il invitait le patient, probablement dans son traitement, et Yann pourra me corriger s'il regarde le truc en diffusion, mais à concevoir la douleur comme sous justement ces angles différents, notamment en prenant en compte que probablement la suggestion, la position du thérapeute modulait très très nettement l'efficacité de sa thérapie. Est-ce que toi, dans ton cheminement professionnel, tu te dis qu'il y a finalement plus que ça, plus que de la suggestion, plus que de la modulation de la douleur par rapport à ton attitude de thérapeute, par rapport peut-être au prestige que dégageait la thérapie qu'avait investi ton mentor initialement? Ou est-ce que tu te dis non, il y a probablement bien plus au-delà, il y a probablement en effet de la modulation proprioceptive, l'habituation, la compensation centrale qui dépasse simplement l'effet de la suggestion, pas, qu'on appelle placebo dans les modèles médicamenteux, hein. On utilise essentiellement ce terme-là dans le médicament, à mon sens, puisque on le compare finalement à un effet suggestion de la prise d'une pilule, mais ici, évidemment, il y a tout le contexte autour. Où est-ce que tu en es arrivé, toi, finalement, après toutes ces années d'expérience? Est-ce que tu penses qu'il y a que de Alors, la suggestion? j'irais volontiers dans son sens. Quand je dis on met les, j'ai passé 50 ans de ma vie à mettre les mains dans le cerveau des patients. Moi, j'ai commencé, encore une fois, avec le mythe de la vertèbre déplacée, du nerf déplacé ou autre. C'était le discours de l'époque, quelque chose qui était hyper structuraliste. Et très rapidement, je me suis dit, mais c'est pas possible, avec des trucs, quelque chose qui était aussi doux. Alors, quelque chose qui était aussi doux. Pas au départ, parce que quand tu te faisais faire une séance par le père Monéron, je peux te dire que tu avais le souvenir de la technique manipulative, hein. Les gens se retrouvaient avec des hématomes, avec des bleus ou autres, mais comme ils venaient avec la conviction qu'ils avaient une vertèbre déplacée qu'il fallait leur remettre en place, leur cheminement thérapeutique impliquait quelque chose qui se faisait avec la force nécessaire pour que la vertèbre reparte de sa mauvaise position à la bonne position. Donc, il ne voyait aucun inconvénient à ce que ce soit un peu hard. Et puis, moi, en fonction des gens, au fil du temps, j'ai commencé à moduler, si vous voulez, la technique. Le père Modéron, il avait un cal sur l'interphalangienne de l'index. Donc, c'est pour te dire il y allait de bon cœur, quoi. Et moi, j'en ai jamais eu parce que très vite, si tu veux, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit mécanique. C'est pas possible, avec ce qu'on sait au plan anatomique, que le critère soit anatomo quelque chose. Donc, c'est autre chose. Et très vite, donc, je suis arrivé.
je suis allé vers le neuro. Et c'est quand Bourdieu est venu avec Nogier et puis Bassani au cabinet que je les ai vus me faire des démos donc avec les pouces montants ou autres. Je me dis, putain, mais ça, c'est pas de la mécanique, ça. Et me montrer comment, avec une technique, en appuyant simplement, il régulait les inégalités de longueur tonique des membres inférieurs. Je me suis dit, mais le raisonnement, comment vous dire, structuraliste, il fonctionne pas. C'est pas du tout ça. Donc c'est à partir de ce moment-là où je suis allé dans la neuro. Et Bourdieu m'a conforté dans la neuro, et puis c'est lui qui m'a envoyé en plus après vers le contrôle postural. Mais que ce soit donc pour la douleur ou pour la capacité posturocinétique, oui, les entrées sensorielles, la périphérie joue un rôle, en particulier chez l'enfant, puisqu'il faut construire donc les modèles de verticalité, préciser les modèles de verticalité, les modèles d'action qui sont génétiquement installés, c'est-à-dire les protomodèles, ok, et les préciser par le vécu et les apprentissages. Mais à partir du moment où ces protomodèles sont installés, ces modèles internes prédictifs sont installés, ok, et ben on fonctionne comment vous dire, majoritairement en top-down, en inside-out. Ok. Et la périphérie ne sert plus que à produire des réentrées sensorielles, puisque s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de vie active, il n'y a pas d'entrée sensorielle. La position debout immobile est très très pauvre en stimulation sensorielle, quelle qu'elle soit. Un peu de proprio, et puis ça s'arrête là. Donc ça va pas loin. Par contre, le corps en mouvement, le corps en action va en générer des foultitudes. Et c'est cette foultitude qui va donner toute l'efficacité, toute l'efficience du système de contrôle postural. Donc, on part, à mon avis, avec de l'idéomoteur. À partir de l'idéomoteur et des modèles prédictifs qui sont dans des structures cérébrales, dans les réseaux de neurones, et puis dans le cervelet, eh bien, on crée, comment vous dire, une commande est envoyée à la périphérie, une copie de la commande qui est envoyée au cervelet, et à ce moment-là, le corps en action renvoie donc des réentrées, des retours sensoriels et moteurs qui permettent de valider la planification ou pas. Donc, qui permettent de fonctionner avec des ajustements posturaux anticipés, qui permettent donc de réduire les coûts énergétiques et puis surtout de libérer le cognitif, alors que si tu dois attendre systématiquement les réentrées sensorielles qui contiennent des messages d'erreur pour te rattraper, à mon avis, tu as le cognitif qui est largement, si tu veux, obéré par un fonctionnement de ce type. Donc, encore une fois, pour moi, le truc, c'est qu'on met les mains dans le cerveau, que ce soit pour manipuler la douleur ou pour manipuler le contrôle postural. Tout à fait. Et qu'on utilise la périphérie parce qu'on a besoin d'une porte d'entrée pour le faire. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur le... Ah, Oui, bonsoir. bonsoir. C'est Julien. Faisal Prad du Liban. Bonsoir. Merci bien pour cette magnifique présentation. J'ai deux questions. La première concernant la sensation et la perception. Je n'arrive Oui. pas à bien maîtriser la différence entre les deux. Alors, Euh, la oui. sensation, c'est ce qui part. La sensation, c'est les flux sensoriels qui partent des récepteurs sensoriels. Ok. Ce sont les inputs chimioélectriques qui partent des récepteurs sensoriels périphériques et qui vont vers le système nerveux central. La perception, c'est l'encodage cognitif par le système nerveux central, à la fois de façon préconsciente et ensuite de façon consciente, mais on n'a pas besoin de conscience pour faire du cognitif, contrairement à ce qu'on pensait auparavant. Et donc, la perception, elle est cognitive, alors que la sensation, elle l'est beaucoup moins. Mhm. Peut-être la même chose chez quelques personnes. Pardon. Est-ce qu'elles peuvent être une même chose? Est-ce qu'une personne peut développer une sensation similaire à la perception?
Ben, oui, parce que, encore une fois, on peut imaginer une information entrante, c'est-à-dire qu'on peut substituer une activité cérébrale à un flux sensoriel périphérique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent des images perceptives, des perceptions, alors qu'il n'y a pas de stimulation des récepteurs périphériques. Donc, ils perçoivent quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces par leur cerveau. Ça, c'est le bouquin de Buzeki, donc sur les modèles inside out ou outside in. Donc, on peut très bien, certains sujets ont beaucoup de facilité à imaginer, et comme les mécanismes d'imagination et de perception euh, ont des réseaux qui sont communs, donc c'est tout à fait possible. Ma On le question à vous, retrouve, on le retrouve au niveau de la douleur, pardon, on le retrouve au niveau de la douleur, où des gens peuvent fabriquer une douleur qui va mimer en quelque sorte une douleur d'origine, enfin la nociception. hum, hum, ok. Après votre expérience, euh, au lieu de faire une manipulation pour des patients qui ont des douleurs, si on corrige la porte d'entrée, la porte d'entrée principale qui a causé le déficit ou la déficience posturale, est-ce que ça peut remplacer la manipulation? Oui et non. Chez certains, c'est probablement possible, mais tout va dépendre de l'attente du sujet. Et moi, les gens qui venaient chez moi pour avoir de l'orthopraxie, entre guillemets, pour se faire manipuler, ils ont fabriqué un cheminement thérapeutique. Donc, ils ont des voies de l'attente, en quelque sorte, qui sont mobilisées par une manipulation. Si je leur dis simplement, je leur tiens un discours et j'y mets pas les mains, je les revois pas et je ne les guéris pas. De la même façon, pour revenir sur le vestibulaire, vous prenez un patient qui a un vertige positionnel paroxytique bénin, donc une canalolithiase unilatérale simple sur un canal. Vous lui faites une manœuvre de saumon ou une autre manœuvre, donc de repositionnement autolytique. OK. Vous retestez le nystagmus donc à la sortie de la technique, il n'y a plus de nystagmus. Vous retestez 8 jours après, il n'y a plus de nystagmus. Donc, c'est un patient que vous allez estimer guéri périphériquement. Par contre, ce patient peut toujours être dolent et vous dire je sens que ça tourne. Il n'a plus de vertige rotatoire, il n'a plus de nystagmus, mais il garde un inconfort spatial. Ce qui veut dire que cette fois, c'est la composante centrale de l'appareil vestibulaire qui n'a pas récupéré et qui ne récupérera pas spontanément. Très probablement parce que c'est un anxieux, c'est quelqu'un qui met en compétition l'anticipation anxieuse avec l'anticipation motrice et quelqu'un qui est plutôt inactif qu'actif. Les gens qui sont très actifs, qui ont besoin, les artisans, tous les ouvriers, les gens qui ont besoin de bouger, de se baisser, de se relever pour avoir un steak dans l'assiette, donc ou des mezzés dans l'assiette le midi, ben, ils récupèrent très vite, très bien, simplement avec la technique de repositionnement canalaire. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions, ces questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ouais, moi j'ai une question. C'est Allez. trop bien, Jean-Luc. T'es trop fort. C'est William? Oui, c'est William. Oui, tu me reçois. C'est parce Ouais. que je vois pas ta bouille, Ah, bah voilà, regarde, mais, voilà. mais à la voix, il me semblait. Ah, ok. Tiens, regarde, normalement ça peut marcher. Euh, Qu'est-ce que tu rencontres Jean-Luc à 20 ans? Qu'est-ce que tu lui dis? Ou à 25 ans? Tu lui dis quoi? Parce que c'est quoi la limite du truc? Et on a l'impression que la limite de ce que tu as trouvé, c'est en fait, c'est le bonhomme. C'est parce que là, ouais, t'as fait le truc et voilà, tu l'emmènes plus loin. Mais j'imagine, Qu'est-ce que tu entends par c'est le bonhomme? bah, c'est toi. Ah oui, donc c'est le thérapeute. Ouais, non, mais c'est toi, de la technique. C'est-à-dire que toi, j'ai l'impression que tu t'as emmené ta technique très très loin et tu aurais été Mais loin. Mais j'ai des élèves qui l'emmènent pratiquement aussi loin que moi et qui demain l'emmèneront plus loin que moi. alors oui, mais alors tu vois ça comment? Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes d'aller vers où?
Parce que Bah, on sent bien qu'il y a un côté top-down, où on se dit, bon, il y a un moment où on ne peut pas trop se baser sur le top-down parce faut quand même, on est quand même face à des organes et des temps et ben, du bottom-up qui rend de ouais, l'information. ouais, mais comment te dire, nous, les physiothérapeutes, l'organique, bah, ça nous échappe, c'est la médecine, si tu veux, qui va véritablement sur l'organique. Nous, on est plutôt, donc encore une fois, des fonctionnalistes. Donc, quand je donnais mes cours à l'école de kiné à Vichy, j'avais des promotions des élèves qui arrivaient, donc qui étaient en première année d'école de kiné, en deuxième année, donc après l'ancien PACES ou autre. Je leur disais, si demain vous ne vous plongez pas dans les neurosciences, vous allez pas savoir ce que vous faites, ou vous allez partir sur des trucs, vous allez vous retrouver ostéo ou autre. Et à mon avis, il y a mieux à faire que ça, quoi. Et quand je vois le virage que prend l'ostéo aujourd'hui, moi j'ai fait des promotions là en Italie ou autre avec que des ostéos. Ben, je peux te dire que quand tu les écoutes parler aujourd'hui, ils te parlent que neurosciences et ils ne raisonnent que neurosciences. Tout ce qui était structuraliste, même dans le viscéral, si tu dis, hey, ils se sont dit, ben non, ça, c'est pas ce qu'on nous avait raconté. Pas tout à fait ça. Il y a un autre monde. Et Donc, cet autre monde, il est haut situé, ok. Et comme je dis toujours, pour caricaturer, bon, des boiteux dans la rue, t'en vois, des ceci, des cela, mais là, il va y avoir les Jeux Olympiques, hein. Les gens qui courent avec des prothèses ou autres, ou qui font du fauteuil, on va voir, ils sont hyper performants. Ceux qui ont des atteintes neurosensorielles ou qui sont des cérébraux lésés sont beaucoup moins performants. Et puis encore une fois, les décapités, t'en vois pas, quoi. Parce que, encore une fois, sans cerveau, et je vois pas comment ça peut fonctionner, quoi. Donc, mettre les mains dans le cerveau, eh ben, c'est un sacré truc, quoi. Et je vais pas te dire que c'est sans limite, mais non, ça serait vraiment présomptueux de ma part. Mais, mais quand je vois les trucs de Bertrand ou autre, ou de Corinne, je suis tombé sur les fesses, si tu veux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que c'était des notions que je ne connaissais pas à l'époque. Alors après, quand j'ai fait le DU de posturo, en rencontrant des gens comme Lacour, Lopez et autres, et que j'ai compris, voire Renou, cette dichotomie qu'il y avait entre dans le mécanisme cognitif, si tu veux, entre tout ce qui était cognitif, et qu'il fallait, donc à un moment donné, organiser le partage de la ressource, l'allocation de ressources. En fait, c'est ça quand on a des effets sur les 10 ou autres. C'est à mon avis, si tu veux, on manipule, entre guillemets, l'allocation de ressources. Et apparemment, ça facilite, si tu veux, le fonctionnement du cerveau de ces gamins-là, quoi, dans les apprentissages. et comment ça se passe pour toi maintenant avec tout ton recul, qu'on ait des effets plus ou moins différents, ou en tout cas, toi, tu fais des leurres kinesthésiques, d'autres mettent des leurres visuelles, d'autres de mettre des leurres podaux. Alors peut-être tu fais aussi des leurres vestibulaires au final, ou en tout cas une sorte de rééducation vestibulaire pour Ouais. les remettre. Oui, Euh, on trompe le cerveau pour le guérir. On utilise, il y a à peu près, je vous ai montré le codec des biais cognitifs, il y a à peu près 200 biais cognitifs. Donc, pourquoi le problème ne pourrait pas être une solution? et comment est-ce que c'est quoi? C'est une différente intégration de ces différents leurres parce que certains patients vont réagir à certains leurres et pas à d'autres, et donc du coup, il faut quand Oui, même parce faire que le tour de tous les leurres. il y a énormément de variations interindividuelles. Le système de contrôle fonctionne de façon très idiosyncrasique. Donc, tu peux pas faire la même chose à tout le monde. Et ça, c'est tout. C'est pour ça que je me suis jamais ennuyé en 50 ans, alors qu'au niveau des techniques, c'est très répétitif, c'est limité, si tu veux, parce que on utilise grosso modo 160 techniques de manipulation par le toucher, donc en égocentrique. Donc c'est peu, et il faut tout faire avec ça. Donc il y a un truc qui logiquement devrait pas fonctionner. Mais c'est comme quand Roll, comment te dire, met des vibreurs pour faire écrire pour imaginer l'écriture de lettres ou de chiffres. Il ne met pas un vibreur sur chacun des muscles, si tu veux, qui est concerné par l'écriture de la lettre ou du chiffre. Il va créer une image
c'est du codage de population de neurones. Il avait repris le travail de Georgopoulos là-dessus. Donc, il crée une image motrice. Et à partir de ce moment-là, comme il y a une mémoire cognitive, et c'est pour ça que dans les enseignements aujourd'hui, l'abandon des cursives et autres, de tout ce qui est manuscrit, pas pour les écrans, à mon avis, moi je suis d'accord pour dire que ça va nous faire une belle fabrique de crétins ou de gamins à problème, hein, plus tard. Non. Euh, attends, il y a quelqu'un qui met quelque chose dans... Mais vous pouvez la poser tout haut en votre question si vous voulez. Vous pouvez ouvrir le micro et Orlando. Sinon, je la pose. Alors, Jean-Luc, il y a une question de Orlando pour toi. Selon ce modèle de Orlando le hacking, portugais? alors je ne sais pas si c'est... Orlando Condé? Je ne pense pas. Est-ce que vous êtes Orlando Condé? Oui, Condé. Ok. Selon ce modèle de brain hacking, quelle est selon vous l'importance d'agir sur le locus dolenti du patient? Donc, là où ça fait mal, quoi. Oui. Alors, eh ben, au début, c'était systématique. La porte d'entrée, c'était là où ça fait mal. Parce qu'encore une fois, euh, et on ne se posait pas la question. Mon héros s'est jamais posé la question. Donc, de savoir si l'origine de la douleur était là où elle était exprimée ou si ça venait d'ailleurs. Il s'est jamais posé ce genre de questions. Ok? Ça faisait mal là, boum. C'est la première technique. Elle se faisait donc sur cette localisation. Tout simplement parce que, surtout à l'époque, c'était véritablement une, ça coïncidait en quelque sorte avec l'attente du patient. La douleur, elle était là. Donc ma vertèbre et mon fou mouvement, quand j'ai fait mon fou mouvement, j'ai senti la douleur à cet endroit. Donc la cause, elle est là. Point. Il y avait une relation de cause à effet qui était un lien de causalité qui est établi de façon extrêmement directe. Et à partir de ce moment-là, on pouvait faire ce qu'on voulait, expliquer ce qu'on voulait, faire n'importe quelle technique. Si on oubliait de mettre les mains là où le malade avait dit que ça faisait mal ou que la vertèbre était déplacée, vous étiez tranquille. Dans 8 jours après ou 15 jours après, on le voyait revenir. Donc le passage locodolenti, à mon avis, c'est directement mettre les mains dans les voies de l'attente du patient douloureux, particulièrement donc en musculo-squelettique. Et on peut très bien avoir, avec ces techniques, des mécanismes de sidération. On a parlé de compensation, d'habituation ou autre. Les mécanismes de sidération, ça existe aussi. OK? Où on va donc littéralement éteindre les nocicepteurs ou éteindre au plan central, encore une fois, comment vous dire, le flux sensoriel nociceptif. On va substituer un flux sensoriel à celui qui était porteur donc de la nociception et de la douleur, de la souffrance centrale. Mais par les théories gate control, hein. C'est un peu ça. Mais de toute façon, il y a des tas, comment vous dire, le système nerveux central, c'est quand même une belle usine à gaz. OK? Et il y a une façon de faire qui soit universelle, ce serait trop beau, et à mon avis, ça ne correspond pas donc à la réalité physiologique. Donc, à partir de là, eh ben, il faut, en fonction du patient qu'on a, essayer, et puis de ses capacités en connaissance et puis en savoir-faire, donc se débrouiller pour mettre en œuvre, encore une fois, la solution thérapeutique qui soit appropriée. Et, et, et si elle ne correspond pas à l'attente du patient, parce qu'on pense qu'il se gourre dans son raisonnement thérapeutique, ben, il va falloir faire de l'éducation thérapeutique et lui prouver par A plus B qu'il se trompe et qu'on a raison. Et il y a des moments où on peut très bien ne pas y arriver. Moi, il m'est arrivé d'avoir des patients qui sont complètement persuadés de ce qu'ils ont et de ce qu'il faut faire,
Et moi qui suis persuadé qu'ils se trompent, et là, on peut leur dire ce qu'on veut. Point. Donc, dans ces cas-là, ben, je leur dis désolé, je peux rien faire pour vous. Point. Voilà ce que je pense moi. Si vous pensez que je me trompe, eh ben, faut aller voir quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question éventuellement? Moi, je vais rajouter quand même quelque chose. C'est vrai que, hein, comme tu le dis bien, l'ostéopathie prend un tournant dans le sens où il y a un discours autour des neurosciences qui finalement devient un peu le modèle de pensée principal de l'ostéo qui remplace les théories initiales qu'avait introduit finalement l'école d'ostéopathie de là où ça a été créé, de Kirksville, voilà, par les théories d'Irving Korn, hein, qui parlait essentiellement de boucles finalement réflexes, hein, à un endroit qui se passait essentiellement sur un plan médulaire, sur un plan qui finalement faisait en sorte que des douleurs étaient provoquées et auto-entretenues par des espèces de boucles réflexes qui ne faisaient pas interférer l'encéphale dans ces boucles. J'ai l'impression qu'on prend un tournant complètement inverse en écartant un peu cette hypothèse-là. Mon sentiment, c'est que dans des années à venir, il est probable qu'on revienne un peu à ça. J'en veux pour preuve que certaines recherches, notamment dans l'université de Toulouse, là, mettent quand même en évidence de plus en plus des espèces de liens assez étroits entre des activités agonistes-antagonistes qui se passent à des vitesses telles qu'elles ne peuvent pas faire intervenir des boucles, on va dire, une forme d'intervention même du cervelet ou de l'encéphale dans ces contrôles musculaires et qui se font même, on va dire, dans des pathologies dégénératives musculaires, ce qui font que finalement, des boucles de spasticité, hein, comme on peut le voir dans les patients qui ont présenté par exemple des atteintes pyramidales, ces altérations peuvent se faire purement à cette zone réflexe et non, par exemple, en faisant intervenir le cerveau, d'une part. D'autre part, on observe aussi des situations probablement plus ou moins similaires dans des limbagos. Bon, c'était des présentations que j'avais vues assez récemment et qui revenaient un peu donner quand même du grain à moudre à ces théories qui s'étaient finalement axées sur plus le côté biopsychosocial de la douleur qui certainement joue un rôle énorme, mais qui probablement n'est pas non plus totalement suffisant pour expliquer la douleur. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses ou si tu as déjà entendu ça aussi. Non, mais je Euh, pense que. Attends, je vais mettre la lumière là. Je reviens. mais il fait plus de soleil, même à Vichy. Incroyable. Quoi que Vichy, ouais, le noir. Voilà. Non, je pense que comment te dire, le tout central, c'est un raisonnement, si tu veux, qui est erroné. Le tout réflexe est probablement aussi erroné. Quand on a des pathologies, comment te dire, centrales, ou quand on a, comment te dire, même simplement du fonctionnel central, le système doit trouver un moment une façon de continuer à travailler malgré tout. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible qu'il mette en jeu des processus réflexes. C'est un peu du sauve qui peut, si tu veux. Mhm. Le type qui, pour une raison X ou Y, n'a plus d'ajustement posturaux anticipé ou n'a plus d'ajustement synergique anticipé, ben, il va fonctionner de façon réflexe à partir des réentrées sensorielles. Et il va se retrouver un peu comme les gamins, si tu veux, avec des co-contractions agonistes-antagonistes pour se tenir debout, quoi. Ouais. Donc des modèles qui sont extrêmement peu fonctionnels, et tout simplement parce qu'il y a un étage, comment te dire, modulateur, anticipateur, qui fonctionne plus. Après, ça passe aussi probablement ces co-contractions à des, enfin, à des niveaux centraux, enfin, je veux dire encéphaliques, hein. Je pense Non, que... non. Oups, excusez-moi, Trad, vous pouvez... Ah, voilà, parfait. Donc, ce que je voulais dire, c'était
Oui, comment les patients qui adoptent des attitudes notamment pour se figer, euh, ou bien ces hyperactivités antagonistes, notamment dans les pathologies cérébelleuses, on ne sait pas exactement à quoi elles sont dues. On pense qu'en effet, c'est une forme de mécanisme qu'a trouvé l'individu pour On plutôt continue à éviter la fonctionner. chute, en tout cas, et Ouais. continuer à fonctionner tout à fait sans chuter. Après, est-ce que ça se passe à un niveau encéphalique ou est-ce que ça se passe à un niveau, oui, médulaire pur? Je pense que ça fait un peu intervenir des deux. Sinon, Ouais. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui, comment te dire, est déjà dans le neurodégénératif au plan central et qui ouais, se récupère comme ça- il peut avec la périphérie et qui squeeze en quelque sorte, si tu veux, l'étage central qui est plus suffisamment fonctionnel, qui fait plus suffisamment bien son boulot et qui se récupère comme il peut, quoi. tout Ouais. à fait. Pour en revenir probablement une forme euh, d'hypertonie, en tout cas, Ouais, ouais, ouais. pourquoi pas, ou volontaire, ou même probablement à un degré involontaire. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, éventuellement? C'est vrai que, de nouveau, hein, ce débat-là, enfin, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, que de, de mécanismes top-down, comme le faisait très bien aussi remarquer William, qui fait intervenir finalement, qui nous remet totalement en question. Ça veut dire que, oui, certains patients vont réagir à certaines formes de thérapie. Pourquoi réagissent-ils à du Reiki plutôt qu'à de l'orthopraxie, plutôt qu'à de l'ostéopathie? Ça fait quand même mal pour les étudiants du futur, tu trouves pas? Euh, Qu'est-ce qu'on doit apprendre demain? Sur quoi on va baser nos fondements finalement d'enseignement? Est-ce qu'on va apprendre l'orthopraxie demain? Est-ce qu'on va apprendre l'ostéopathie demain? À quoi ça sert? Voilà, enfin, ça remet quand même beaucoup de choses en question, finalement. Dans le monde anglo-saxon, il ne parle pratiquement plus نعم والله d'ostéopathie, خطوات نشوف encore un petit peu de معاك إذا chiro, ماشي mais il parle surtout de physiothérapie. Et donc, c'est même chose quand tu prends les Australiens, toute l'équipe de Butler, de Mosley ou autre sur la douleur, euh, ils sont tous en euros. C'est, et donc, ils ont abandonné, enfin, ils n'ont pas abandonné, mais véritablement, ils ont beaucoup moins de considération pour tout ce qui est structurel. Même au niveau dans la préparation sportive, la récupération des blessures sportives et autres, tout passe par la neuro. Donc, encore une fois, moi, j'ai essayé de persuader les élèves que j'avais à l'école de kiné en disant la neurophysiologie, c'est chiant, de façon brute comme ça, mais la neurophysio appliquée, c'est génial, parce que c'est un élément de compréhension qui est extraordinaire. Oui, et à l'inverse, on n'a jamais vu autant de gens consulter des ostéopathes plutôt que des kinés. Ouais, Est-ce que finalement les gens n'aiment ça, pas c'est, plutôt un discours absolutiste? Est-ce que ça ça, n'a pas justement ça, dans l'air du temps? je veux te dire, très prosaïquement, c'est que nous, les kinés, avons eu des tutelles ordres syndicats complètement nuls, qui ont passé leur temps à essayer d'augmenter la lettre clé de 5 centimes tous les 10 ans, si tu veux, et qui ne se sont jamais préoccupés de la nature de nos actes. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu, si tu veux. Et j'aurais bien voulu, moi, pouvoir faire un doctorat de physiothérapie ou autre, ou des doctorats de neurosciences, comme ils le font en Espagne ou autre, tout en étant kiné, en étant physio, et sans être obligé de changer de profession et de faire médecine, si tu veux, pour faire ça. Parce que j'avais l'impression comment dire, de changer de nature. Et, et on a une tutelle qui s'est jamais préoccupée de ça. Très Mm. vite. Donc, l'ostéo, ce qui l'a intéressé, c'est la non-dépendance à la prescription. Et ce sont donc majoritairement des kinés qui ont migré vers l'ostéo parce qu'il y avait cette non-dépendance à la prescription. En plus, la capacité à traiter les gens à l'acte avec quelque chose qui était relativement spectaculaire et puis qui a été monté, si tu veux, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire d'une façon extrêmement commerciale. Alors que la kiné a complètement, si tu veux, n'est jamais entrée dans cette dynamique. Donc la kiné, elle s'est jamais appuyée sur les médias ou autres, si tu veux,
quelle qu'en soit leur nature, pour vendre ce qu'elle était capable de faire. C'est un peu en train de changer, donc aujourd'hui, parce que certains médias commencent à prendre conscience qu'ils se sont fait quand même un petit peu abuser et que la mariée était peut-être pas aussi belle qu'on leur a vendu. Ouais. On peut faire beaucoup d'analogies, hein, ces temps troublés. Mais oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, moi, je suis toujours très intéressé d'entendre toutes les soirées qui sont menées ici. Et merci beaucoup d'avoir mené deux soirées, en tout cas, l'une à la suite de l'autre, sur le sujet et sur finalement ton cheminement intellectuel qui, je pense, finalement, même si on a des certitudes quand on commence notre thérapie, on arrive finalement au bout Faydalı, مش Bah, avec bah, beaucoup d'incertitudes, j'imagine. si tu crois pas à ce que tu fais, ton avenir en tant que thérapeute n'est pas garanti, quoi. Oui, mais après, je pense que ce qu'on croit à 30 ans, ce qu'on croit à 40 ans, à 50 ans, à presque 80 ans, on change, évidemment, tout au long de Je sais la pas suite. si je dois prendre comme un cadeau de me rappeler que j'ai presque 80 ans. Non, oui, on peut le prendre comme on veut, hein, après, Oui, oui. ça veut dire aussi 80 ans d'expérience. Alors, on peut voir ça comme ça. Bon, ben voilà, en tout cas, Et- encore merci. Et oui, vas-y. Tu avais quelque chose à rajouter? non, 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 non. Merci.